Deux remarques. La première, c'est qu'en effet, l'expérience a déjà été faite que les politiques familiales fonctionnent. Pour prendre l'exemple d'un pays que je connaissais bien, qui était la Suède, durant de nombreuses années, les Suédois ont mis en place une vraie politique de volontarisme d'aide à leur famille. Le jour où ils ont été avec un taux de fécondité supérieur à 2, le jour où ils ont cessé de mettre en place cette politique, le taux de fécondité est tombé. Ça veut dire que si vous, intelligemment, vous mettez en place une politique de patriotisme familial, moi j'appelle ça du patriotisme familial, ce sera efficace sur le long terme et ça évitera bien de conséquences de régression démographique avec toutes les conséquences que l'on connaît. Je fais un petit peu la publicité du Parti de la France. Moi, je suis favorable avec le Parti de la France à deux choses, le patriotisme familial, dont on vient de parler, mais aussi le patriotisme social. C'est-à-dire le patriotisme social, ça veut dire qu'en France, quand on est français, on est seul à pouvoir bénéficier des aides sociales. Alors on peut, si on est hongrois, venir travailler en France, mais si on travaille en France comme hongrois, on ne bénéficiera pas des aides sociales réservées aux Français. De la même manière, si on est français que l'on va travailler en Hongrie, on peut peut-être aller travailler en Hongrie comme français, mais en aucun cas, on ne doit pouvoir bénéficier des aides sociales de l'État qui doivent être réservées aux nationaux. Donc on peut construire l'Europe des patries avec des politiques sociales qui soient des politiques de patriotisme social et de patriotisme familial. Deuxième remarque, et ça c'est la leçon de la Hongrie, c'est qu'on nous expliquait aussi souvent qu'avec l'Union européenne, tout nous était imposé par les directives européennes, etc., etc. Cela est vrai dans la mesure où on accepte tout, mais ce qui a été fait en Hongrie, membre de l'Union européenne et par ailleurs membre de l'espace Schengen, c'est la démonstration que si un État affirme sa fonction de souveraineté, eh bien il affirme sa fonction de souveraineté. Membre de l'Union européenne ou pas membre de l'Union européenne, membre de l'espace Schengen ou pas membre de l'espace Schengen. Ça n'est encore une fois qu'une question de volonté politique. Tout est politique. Les institutions peuvent être mauvaises, mais si les politiques sont bonnes, les effets sont beaucoup moins néfastes. Alors que si vous avez de bonnes institutions avec de mauvaises politiques, de toute manière, les conséquences seront dramatiques. Nous avons à la fois les mauvaises institutions, les mauvaises politiques. Alors évidemment, on cumule tous les handicaps. Bref, bon, donc, un mot pour vous dire qu'il ne faut pas rentrer dans la logique de la fatalité, n'est-ce pas ? Alors, avec le Parti de la France, pour ce qui est de l'organisation que je préside et que j'ai fondée, nous avons décidé de mener la bataille politique. Pour mener la bataille politique, il faut aussi mener la bataille électorale. L'objectif des campagnes électorales, dans un premier temps, n'est pas nécessairement d'avoir des élus ou faire croire aux Français qu'on va disposer demain d'un groupe parlementaire majoritaire à l'Assemblée nationale. Les campagnes électorales, lorsqu'on est une minorité, comme nous, aujourd'hui, persécutée par le système, les campagnes électorales, c'est la liberté et la possibilité de faire passer notre message, nos idées. Et ce, de manière bien moins coûteuse que si nous devions envoyer par la poste des professions de foi à tous nos compatriotes. Je prends un exemple pratique. On est loin là de la métapolitique, mais on est dans le cadre du combat et de l'engagement. Participer à une élection législative. Par exemple, en 2017. C'est la possibilité de s'adresser à une circonscription électorale qui comporte environ 100 000 habitants. Sur ces 100 000 habitants, vous avez 50 000, ou 60 000 ou 40 000 selon les circonscriptions électeurs. Vous allez imprimer à vos frais, nous allons imprimer à nos frais les 50 000 circulaires. Mais ces 50 000 circulaires seront distribués par la préfecture à tous les électeurs de la circonscription. C'est-à-dire qu'avec 3 ou 4 centimes d'euros pour payer la circulaire, nous éviterons de payer les 55 ou 56 centimes d'envoi postal qui sinon auraient été à la charge du parti politique si nous devions envoyer à tous les électeurs de la circonscription, à nos frais, ces circulaires électorales. Donc les campagnes électorales sont la possibilité, 1, de défendre de nos idées, 2, de profiter des institutions et du système pour, à des prix finalement relativement faibles, faire passer le message. 3, faire connaître l'organisation. Et 4, et j'insiste là-dessus, ce sont des choses qui sont du domaine du combat politique, éventuellement d'obtenir un financement public, n'est-ce pas? Vous avez les partis du système qui nous écrasent par leur monopole médiatique et par leur puissance d'argent. Eh bien,
Et mettons-nous en situation, nous tous, en nous organisant les uns et les autres, de nous inscrire dans le cadre de ces élections législatives pour peut-être espérer, en obtenant plus de 1% dans 50 circonscriptions de France, avoir le droit d'entrée permettant d'obtenir un petit financement public. Si des organisations comme les nôtres peuvent avoir 100 ou 150 000 euros ou 200 000 euros par an de subventions publiques grâce aux campagnes électorales, vous imaginez ce que ça représente pour un parti qui fonctionne exclusivement par le bénévolat. Donc nous devrons être au rendez-vous des élections législatives de 2017. Je vous demande de vous organiser, de vous mobiliser pour mener aussi ce combat-là qui est le combat électoral. Moi je ne vous promets pas la lune, je ne vous garantis pas évidemment des succès électoraux, mais je peux vous garantir qu'au moins nous nous battrons sur nos idées, sans esprit de recul. Dans les traditions du combat communiste, au moment de la création du parti bolchevique, puis ensuite du parti communiste en France et ailleurs, ils avaient une technique de fonctionnement qui était basée sur ces trois notions: agitation, propagande, organisation. Tout le monde, les anciens connaissent tout ça. Agitation, propagande, organisation. Eh bien l'agitation, ce sont les méthodes techniques comme celles utilisées dans le cadre de la bataille contre la mosquée de Paris. On fait des coups médiatiques, des coups politiques pour faire parler de nous de manière ponctuelle. La propagande, c'est la possibilité de mener la bataille des idées le plus largement possible en espérant toucher, comme disaient les communistes, les masses, la propagande. Et l'organisation, c'est un parti. Il n'y a pas d'autre moyen, mesdames et messieurs, de mener la bataille politique que de trouver une organisation politique pour défendre des idées politiques. Et si on veut défendre des idées politiques, eh bien il faut s'adresser au peuple. Puisque notre volonté, c'est de représenter le peuple, et le peuple français, tant qu'il existe encore de manière plus ou moins majoritaire en fonction des endroits où il habite. Et le seul moyen d'aller de manière la plus efficace à la rencontre du peuple, c'est dans le cadre des élections. Alors je sais que les dés sont pipés, tout est pipé. Je sais que les autres nous écrasent de leur puissance financière, du monopole médiatique. Je sais bien que nous n'aurons pas accès à la télévision, à la radio, puisque moi, si je suis invité à la télévision, à la radio, je parle de la nécessité de décoloniser la France et l'Europe. N'est-ce pas? Bon, dans ces conditions-là, ils ne vont pas me laisser prendre la parole, mais qu'importe. Menons la bataille de résistance, menons la bataille des idées, même seuls contre tous, même uniquement avec nos moyens, même et dans le cadre aussi de ces élections qui peuvent conditionner une montée en puissance de ce que j'appelle la vraie droite nationale. Et enfin, pour conclure, faites attention aux imposteurs. Voilà. Nous avons en France subi, pour ceux qui dont ne faisait pas partie ma famille, mais ceux qui est français issus de l'Algérie française, eux s'en souviennent, et Pierre Descaves, ancien député qui est décédé malheureusement, me rappelait en permanence l'imposture de 1958, le 13 mai 1958, les Français dans les défilés sur les Champs-Élysées et à Alger sur le Forum, tout le monde espère, pour sauver l'Algérie française de l'époque, acclamer De Gaulle pour sauver l'Algérie, acclamer De Gaulle pour sauver l'Algérie. Celui qui a liquidé l'Algérie française, c'est De Gaulle. C'est l'exemple type de l'imposture. Il n'y a rien de pire en politique que les imposteurs. C'est-à-dire ceux qui se font élire sur des idées alors qu'ils ne partagent pas les idées qui les ont fait élire. Il vaut mieux combattre un ennemi idéologique, un adversaire politique, que d'avoir affaire à des imposteurs. Parce que les imposteurs ne vous combattent pas, les imposteurs vous trahissent. Retenez ça, mes chers amis, et je vous demande de nous aider, d'aider tous ceux qui mènent la bataille, que ce soit la bataille intellectuelle, la bataille de l'édition, la bataille culturelle. La résistance, elle est totale, la résistance. Nous parlions tout à l'heure de l'islam total. Eh bien, la résistance, elle est totale. Elle est culturelle, elle est économique, elle est sociale, elle est politique, elle est électorale, elle est spirituelle. C'est autour de nos idées, de notre identité, de qui nous sommes, de nos droits en tant que peuple, nos droits non seulement à être nous-mêmes, mais nos droits à rester nous-mêmes, notre droit à rester nous-mêmes. On parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, bravo, encore faut-il savoir de quel peuple on parle. Mais en tout état de cause, le peuple français a le droit et le devoir de résistance. Il a le droit et le devoir de rester français.
Si nous ne menons pas cette bataille de survie, aujourd'hui c'est une bataille de survie, eh bien demain nous serons minoritaires chez nous. Nous pourrons toujours nous replier sur les résolutions des Nations Unies, Roland connaît ça par cœur, qui défendent les droits des minorités autochtones. Mais le jour où nous en serons réduits à revendiquer des réserves chez nous, eh bien mesdames et messieurs, l'histoire aura tranché et nous ne serons plus les maîtres de notre destin. Bravo pour votre engagement, bravo à Luc pour tout ce qu'il fait, bravo à vous tous qui vous battez, qui vous engagez. Aidons-nous les uns les autres, menons les batailles et encore une fois, aidez ceux qui combattent, n'aidez pas ceux qui vous trahissent. Merci. Alors, quelques annonces. Premièrement, le dernier Synthèse nationale est sorti. Vous le trouverez au stand de Synthèse qui est sur la gauche par rapport à moi. Donc la droite par rapport à vous là-bas. Deuxième chose, je voulais remercier tous ceux qui ont bien gentiment aujourd'hui présenté des stands à ce rassemblement, qui sont venus malgré la pluie et la grêle. Et troisièmement, vas-y, je te laisse la parole. C'était juste pour ceux qui sont intéressés éventuellement pour l'actualité d'Europe centrale. Je participe à un site qui s'appelle le Visegrad Post. Il vous l'écrira, hein, parce que politiquement comme ça c'est sympa, mais... Donc voilà, c'est simplement des nouvelles et des entretiens relatives à l'Europe centrale et aux Balkans. En français. Et en français et en anglais pour l'instant, et qui va s'étoffer petit à petit. Voilà. Ben écoutez, merci à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.